les experts d'Europe 1 avec, comme chaque matin, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Hola Thomas. Alors j'essaie de prendre la voix d'un enfant non sexué en espagnol, mais c'est pas évident. On va donc en Espagne, on n'a pas encore très bien compris pourquoi, ça va venir avec Alex Taylor. Axel de Tarlet nous parle de ce couple à trois entre Renault, Nissan et l'État. Alexandre Cara nous parle de Madame El Khomri et Anne Le Galinov. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Hola Thomas. Axel de Tarlet, on commence donc avec ce conseil d'administration extraordinaire et crucial qui va se tenir cet après-midi. C'est un peu l'avenir de Renault qui se joue. Exactement, en fait le problème c'est l'alliance Renault-Nissan, entre d'un côté donc Renault, le français, et de l'autre le japonais Nissan. Quel est le problème? C'est qu'au fil des ans, le japonais est devenu 2 fois plus gros, 2 fois plus rentable, donc vous voyez, l'alliance n'est plus très équilibrée, et le risque à terme c'est que Renault file au Japon, que Renault devienne japonais. C'est ce qui inquiète l'État. D'où cette offensive de l'État qui dit écoutez, on va fossiliser, on va marier ces deux groupes, Renault et Nissan, complètement faire une fusion avec un État qui sera prépondérant. Un État français. Voilà, qui aura 20% des droits de vote. Et les Japonais et Carlos Ghosn en face sont furieux. Ils disent cette alliance ne marche que parce que chacun se respecte et que les Français n'essaient pas d'imposer leurs lois. Il dit si vous brusquez les Japonais, eh bien cette alliance va partir en sucette, j'allais dire. Exactement. En fait, il y a deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, la logique de l'État, défendue par Emmanuel Macron, qui défend le drapeau français, quitte à affaiblir l'alliance Renault-Nissan. Et de l'autre, vous avez la logique de Carlos Ghosn qui veut défendre l'alliance Renault-Nissan, l'entreprise, quitte à affaiblir le drapeau français. Voilà. Et c'est tout l'enjeu de cette bataille entre Emmanuel Macron et Carlos Ghosn. Ce sera donc au sujet du conseil d'administration de cet après-midi. Je suis allé chercher comment dire bon appétit en japonais, mais c'est un peu décevant. Écoutez, c'est bon. Bon appétit. Voilà, c'est la même chose, malheureusement. Voilà. Il y a quand même un troisième élément dans le papier d'Axel, il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on dit à Bercy. On dit que Carlos Ghosn a surtout envie aussi, lui, de sauver sa place. D'accord. Donc la guerre est vraiment ouverte. Vraiment. Exactement, parce que c'est la clé de voûte de cette alliance, et la question est qu'adviendra de cette alliance une fois que Carlos Ghosn sera parti. Ça va se régler aujourd'hui ou c'est une étape aujourd'hui? Non, c'est une étape. C'est tellement compliqué que... Alexandre Cara, on va parler de la ministre du Travail, de sa bourde incroyable hier, incapable de dire combien de fois on peut renouveler un CDD en France. Myriam El Khomri, donc, qui n'a pas été réprimandée, qui a même trouvé du soutien parmi ses collègues, visiblement. Oui, c'est même assez impressionnant. Je vous lis un texto qu'elle a reçu. Tu as tout mon soutien. Au moment où certains remettent en cause tes compétences, ne les écoute pas, reste toi-même. Signé Emmanuel Macron. Ah. Vous voyez, au cours du Conseil des ministres, Christiane Taubira, qui se trouvait à côté d'elle, s'est employée à la réconforter, comme Najat Vallaud-Belkacem et Stéphane Le Foll. Vous voyez, des ministres qui ont été très attaqués eux-mêmes. Et à l'issue de ce Conseil, François Hollande et Emmanuel Valls lui ont parlé et lui ont dit en substance, reste concentré, il n'y a pas de sujet. Mais Alexandre, s'il y a eu une solidarité des autres ministres, politiquement, cette histoire est quand même lourde, elle n'arrange pas les affaires de Manuel Valls. Il n'avait pas besoin de ça maintenant. Oui, c'est clair. D'ailleurs, tout a été mis en place pour éteindre l'incendie très rapidement et des éléments de langage ont été diffusés. Comme par exemple, il rappelle qu'en 2006, Nicolas Sarkozy avait confondu chiites et sunnites et ça ne l'a pas empêché de devenir président. Et puis comme souvent, ce sont les médias qui en prennent pour leur grade. Les critiques pleuvent sur le supposé populisme de certains journalismes et les mauvaises manières des médias. Selon un ministre, ça s'appelle du harcèlement de cours de récré. Ou ça s'appelle une ministre du Travail qui ne connaît pas les fondamentaux de... Enfin, je sais pas, on peut se dire que les 5 millions de chômeurs en France doivent être un peu espantés ce matin. Bon, finalement, cela dit, Myriam El Khomri, elle est plutôt épargnée après cette bourde. Oui, c'est clair. Les ministres les plus durs parlent d'une erreur de débutante ou d'une étudiante qui sèche face à son prof. Mais c'est vrai, les critiques sont limitées pour plusieurs raisons. La première, c'est que beaucoup font un transfert. C'est arrivé, ou cela pourrait arriver, à tous les ministres. Ensuite, c'est que dans la situation actuelle, une faille dans la solidarité gouvernementale pourrait faire s'écrouler tout l'édifice et aucun ministre ne veut prendre le risque d'une crise. Vous imaginez, hein. Voilà donc pour la gestion du cas El Khomri au sommet de l'État ce matin. Alex Taylor, qui est donc très en forme ce matin, nous emmène lui en Espagne et nous annonce carrément la fin définitive du machisme. Oui, peut-être avec la sortie cette semaine du catalogue non sexiste de jouets de Noël pour la chaîne Toy Planet qui a 200 magasins en Espagne. On y voit, j'ai tweeté, c'est sur les sites, des garçons avec des poupées, des poussettes, faisant de la couture et jouant avec des bijoux avec une copine. Et voilà, enfin, comme vous dites, Anne Le Gall, et même utilisant un fer repassé en plastique. Les filles... plastique, on sait faire. C'est quand ça fonctionne vraiment qu'on fait des faux plis. Le symbole est fort. Les filles sont sur des motos, construisent des robots mécanos, contrôlent un dinosaure avec une télécommande. L'idée, en fait, ce n'est pas de faire l'inverse de ce qui existait déjà, mais d'en finir avec l'attribution des jouets en fonction du genre. Par exemple, le sabre de la guerre des étoiles est résolument
unisexe. Voilà, Super U a fait ça. Mais vous savez, c'est aussi de la faute des fabricants. Par exemple, Lego a sorti une version fille, Lego fille, parce que comme ça, ils vendent pour les garçons et pour les filles. Résultat, ils vendent 2 fois plus. C'est pas qu'on soit sexiste, c'est aussi qu'on est victime du marketing des grands groupes qui font des versions filles pour vendre 2 fois plus. Remise en perspective utile. Lego Star Wars pour les filles. Voilà, je crois que Anne Le Gall aime beaucoup Star Wars. Ailleurs en Europe, comment ça se passe ? Il y a eu déjà quelques tentatives, notamment les Top Toys en Scandinavie en 2012, mais il y a eu des bisbilles entre les Suédois et les Danois. C'est amusant parce que les Danois ont photoshopé à la dernière minute tous les vêtements des filles en rose. Ils ont tout recolorié en rose. Parce que c'était en bleu en Suède et les Danois n'ont pas trop aimé in extremis. Bon, tout ça, c'est dans un contexte espagnol où on fête les 40 ans de la démocratie. Oui, c'est cette semaine. Il y a un très bon supplément dans El Mundo, si vous voulez regarder ça. C'est vrai que la société a complètement changé. Rappelons que c'est le mariage gay, ils ont eu avant la France en 2005. Mais on vient parfois de loin. Par exemple, il faut savoir que l'Académie royale vient de sortir sa dernière édition du dictionnaire où on a changé la définition de féminino, qui était faible et frêle. Les mères étaient jusque-là qualifiées de femelles qui ont accouché. Non. Et un orphelin n'est plus un enfant qui a perdu son père. Donc voilà, on vient un peu de loin, mais qui aurait cru, il y a 40 ans, avec l'arrivée de la démocratie, qu'il y aurait eu 2 alcaldessas, 2 mairesses à Madrid et Barcelone. Donc, 2 femmes qui dirigent. Non, c'est une société qui a énormément changé. Dans ce supplément, on voit quand même le changement, la transition. Ce qui est assez fascinant en Espagne, c'est que c'est une société très catholique et qui avance très vite du point de vue sociétal, alors qu'on l'a vu avec l'ABCD de l'égalité. Oui. En France, la théorie du genre, il y a eu effectivement des levées de boucliers, notamment des gens de la Manif pour tous. Donc on voit la différence, c'est quand même assez frappant. L'avantage avec les robots, c'est qu'ils n'ont pas de sexe. L'innovation tout de suite. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. L'innovation, Anne Le Gall, qui envahit aussi les musées, puisque des robots donc sont de plus en plus nombreux à faire des visites guidées. Oui, si vous allez au musée d'art moderne à Luxembourg ce week-end, eh bien vous croiserez sans doute Guido, qui est un conférencier tout blanc monté sur roulette. Bonjour, je m'appelle Guido. J'ai un sens de l'humour extra et je m'y connais en électronique. Voilà, et il anime comme ça des visites de 3/4 d'heure tous les dimanches. Il parle d'art et de robotique, toujours dans la bonne humeur, parce qu'il a été programmé pour ça. Guido, il a été programmé pour ça par l'école des mines de Nancy. Il pratique donc l'humour, la poésie robotique pour surprendre les visiteurs. Et d'ailleurs, il est lui-même, voilà, c'était dans le cahier des charges. Et d'ailleurs, lui-même, il est considéré comme une œuvre d'art. Ah, et donc c'est un peu un cas à part, non ? Pas tout à fait, parce que des robots dans les musées, il y en a quand même de plus en plus. Au Japon, en Corée, en Italie, aux États-Unis et chez nous en France, il y a aussi des robots pour visiter les musées à distance. C'est-à-dire qu'on pilote par ordinateur ce robot et qui contemple à notre place les œuvres d'art dans le musée, et on voit les œuvres grâce à la caméra en restant chez soi. Et c'est ce qui se passe par exemple au Muséum d'Histoire Naturelle d'Autun, où ce robot permet à des élèves ou à des personnes handicapées de profiter des collections sans se déplacer. Il y a aussi eu des tests similaires au Château de Versailles, au Grand Palais ou à la Cité des Sciences. Et quand on visite un musée, ce qui est bien, c'est d'avoir un guide en chair et en os. Le problème des robots dans les musées, c'est qu'ils n'ont pas de sens esthétique, ils récitent leurs fiches, il n'y a pas de sensibilité. Figurez-vous que ça aussi, c'est en train de changer, puisqu'on est en train d'essayer d'apprendre à des robots à dire ce qui est beau ou moche à leur goût. Au musée du Quai Branly à Paris, il y a des scientifiques qui essaient par exemple de faire l'éducation artistique d'un robot baptisé Berenson. On a entré dans son programme des photos d'œuvres qui sont appréciées par le public, et à partir de là, Berenson se fait un avis par ressemblance, par mimétisme. Il dit si oui ou non, il trouve qu'une œuvre est belle ou pas. Alors ça reste encore assez expérimental, mais au moins ça montre qu'avec les robots, on est quand même au-delà de l'audio-guide. Ne vous fiez pas aux apparences. Je suis totalement capable de me débrouiller par moi-même. Merci Guido d'être passé avec les experts d'Europe 1. À lundi, 7h15 les amis. Bon week-end.